Vendredi 27 janvier, 9h15. Merci d'avoir choisi radioinfocité.com pour cette heure que l'on passe ensemble, Saint-Marseille en direct. Et mes invités ce matin, je retrouve tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique le capitaine Place et Jean-Jacques Nantel. Bon matin, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Messieurs, ce matin, évidemment qu'on va aborder le sujet de l'Ukraine avec cette escalade là, qui est survenue dans les derniers jours. Entre autres, Monsieur Place, pour commencer, les États-Unis qui ont envoyé, Joe Biden en a fait l'annonce, 31 chars de type Léopard. L'Allemagne qui finalement, après hésitation, envoie 14 chars. Et là, hier, la ministre de la Défense nationale qui annonce que le Canada va envoyer 4 chars de notre maigre flotte canadienne. Est-ce que ça change, est-ce que ça peut changer quelque chose dans ce conflit? Je connais un peu la réponse, mais je veux vous entendre ce matin. Vous avez parlé, donc les États-Unis enverraient des chars Léopard, c'est pas plutôt des chars Abrams? Oui, peut-être, oui, c'est ça, 31, effectivement, voilà. Vous avez raison. Voilà. Oui, oui, bon, c'est un lapsus, pas de problème, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive tout le temps. Donc, oui, bien sûr, c'est pas d'abord, ils disent qu'ils vont les envoyer, mais ils vont les envoyer, hein, c'est pas arrivé. Il faut traverser l'Atlantique, il faut les rendre, il faut les amener jusqu'en Ukraine ensuite. Et puis, une fois en Ukraine, il faut qu'ils soient opérationnels. Alors, opérationnel, bon, le char Léopard, ça va, ça se conduit comme une voiture, hein, donc c'est assez facile. En revanche, il y a des problèmes quand même d'interopérabilité, et donc pour pouvoir utiliser le char dans un environnement où il y a des avions, des hélicoptères et des fantassins, il va falloir quand même former les équipages. Les équipages, alors à moins évidemment que les équipages ne soient directement canadiens ou etc. Alors peut-être, vous savez, au Canada, il y a des gens qui ont des noms ukrainiens, puisqu'il y a une forte diaspora, mais il faut quand même que ce soit des gens formés. Donc, ils ne vont pas être opérationnels demain, ça je peux vous le garantir. Donc déjà. 2 à 6 mois. Oui, c'est ça. Oui. C'est le minimum, c'est 2 mois, et moi je dirais plutôt 3, mais voilà. Après, c'est plutôt voilà, pour que ce soit efficace, c'est 6 mois. Bon, donc ça c'est un premier point. Les chars Abrams, alors le char Léopard, c'est un très bon char, il est facile à manœuvrer, effectivement, avec un minimum de formation, en dehors de ces problèmes d'interopérabilité que j'évoquais tout à l'heure. Le char Abrams, c'est autre chose. Hein. C'est un char qui pose énormément de problèmes, parce qu'il a un moteur qui est fragile, parce que c'est une turbine à gaz, hein, qui est complexe et qui tombe facilement en panne. Ça va. D'ailleurs, ils ont eu des tas de problèmes en Irak. Donc, c'est pas aussi évident que ça. Là, pour former les gens, ça va être beaucoup plus dur que sur le char Léopard. Hein. Donc, voilà, le temps qu'ils arrivent et le temps qu'ils soient ensuite opérationnels, à mon avis, ce sera plus long. Dans l'annonce du Canada, on dit qu'on envoie 4 chars, mais on envoie également les formateurs avec les chars. Là. Donc, on envoie la formation. Là. Bien sûr. Oui, sinon, alors là, ce serait encore pire. Je veux dire, bien sûr, on ne peut pas faire l'économie des instructeurs, c'est évident. Donc, ce qu'on appelle chez nous l'aide militaire technique. Et donc, ça, c'est ou d'instruction. Bon, mais militaire d'instruction. Et donc, il faut parler des chiffres. 31 chars de ci, 14 chars de là. Il faut déjà voir la flotte, par exemple, des léopards dans le monde. Alors, j'ai quelques chiffres. Je vais mettre mes lunettes et je vais vous citer l'ensemble de la flotte des léopards actuellement dans le monde. Alors, nous avons les léopards sont répartis dans les armées allemandes. Alors, allemandes, 284 chars léopards, c'est eux qui en ont a priori le plus. Ensuite, puisque ce sont les chars allemands, autrichienne 56, danoise 48, finlandaise 100, grecque 353, hongroise 48, suédoise 120, espagnole 327, portugaise 37 et polonaise 247. C'est certainement ceux-là qui seraient opérationnels les plus rapidement, hein, les Polonais. Bon, voilà. Donc là-dessus, les gens qui possèdent ces chars n'ont pas envie de se foutre à poil, hein, et de se retrouver, parce que surtout les Polonais, parce que les Polonais, les Russes sont quand même pas loin de chez eux. Donc je serais surpris qu'ils se défaussent de l'ensemble de leurs troupes.
Et est-ce que vous avez Face à trouvé ça, le chiffre à savoir combien les Russes ont de chars de leur côté là, pour répondre? Là? j'allais y venir. Alors, au départ, ils avaient engagé dans cette affaire environ 300 chars, 250 à 300 chars au départ. Et là, depuis donc, alors la date, Moscou, donc ça c'était 200 chars, alors voilà, 200 chars T-90M, 200 chars T-90M qui sont actuellement donc les chars modernisés. Hein, M, c'est les chars qui ont été améliorés. C'est toujours le même châssis. Hein. Les Russes, ils perdent pas leur temps à faire un truc tout moderne comme ça qui coûte des fortunes. Ils prennent leurs anciens chars et ils les améliorent. Et ils les améliorent réellement. Ce qui fait que sur un châssis initial de T80 ou de T72, hein, ils ont amélioré leurs chars petit à petit en fonction des besoins, en fonction de l'évolution de la technologie. Et actuellement, les usines, il faut le savoir, les usines de russes tournent à plein régime. Leur problème aujourd'hui, les Russes, c'est pas tellement c'est pas tellement de faire des chars ou d'avoir des chars. Le problème, c'est de les acheminer sur le front. C'est ça leur souci. Voilà. Donc, je veux quand même poser, si vous permettez, M. Plas, je veux quand même poser la même question à Jean-Jacques Nantel. Là. Votre réaction à ce qui se passe actuellement. Juste très rapidement, donc on est aux alentours de 460 ou 500 chars actuellement présents sur le front, sur la ligne de front. Voilà. Mais ils ont les moyens, les Russes, d'en envoyer davantage. Ah bah oui. Au top, à mon avis, ils peuvent monter ça à 2000 chars. Ils peuvent rajouter environ 1000 ou 1500 chars de plus. Et derrière, on ne sait pas. Je veux dire, c'est un chiffre qui est tenu secret, mais c'est des milliers de chars. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que l'économie russe n'est pas en récession, contrairement à l'économie occidentale. Hein, quand je dis alors européenne, bien sûr, mais également russe. Personne n'en parle, mais il y a quand même eu une crise majeure en 2019, hein, en octobre 2019, qui est la crise du Sale and Repurchase Market, également connue sous le nom de repo, hein, Repurchase Obligations, qui est 8 fois supérieure à la crise de 2008, hein, la crise des subprimes. Hein, puisque c'est très simple, la crise des subprimes, on avait dû injecter 500 milliards de dollars. Là, on a injecté 4000 milliards de dollars, 8 fois 5, 40. Donc, on est bien dans une crise qui est majeure. Et là, les États-Unis sont en fait en récession. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont effectivement, grâce à un conflit, ils tournent à crédit. Les États-Unis fonctionnent à crédit. Ils injectent des liquidités qu'ils n'ont pas en se disant, de toute façon, on sera remboursé par les dettes de guerre. On donne du matériel à l'Ukraine et quand on aura gagné, l'Ukraine devra nous rembourser. Donc, pour eux, ces créances, ce n'est pas un problème. Oui, M. Nantel. Oui, c'est ça. C'est la base financière de tout ça. Il faut comprendre que, on va aller plus à la base. Karl Clausewitz, qui a écrit un livre qui s'appelle De la guerre, il y a un siècle, il disait que la défense était la forme la plus forte de la guerre, parce que vous vous servez des obstacles pour absorber l'énergie de l'attaque. Alors, les Russes sont favorisés de ce côté-là, ils se sont tous organisés, ils ont tout organisé pour se protéger, pour être éloignés de la ligne de front. Toutes les villes que vous avez vues détruites, là, ça a été détruit à coups de canon. Bon. La guerre, la raison pour laquelle ils échangent des tanks présentement, c'est que la plaine nord-européenne est l'endroit idéal pour une guerre de tanks. Alors, la plus grande bataille de tanks de l'histoire, c'était à Kursk, qui est juste à côté du théâtre d'opération actuel, à quelques centaines de kilomètres. Alors, les tanks, ça peut facilement se déplacer sur une plaine. Mais il y a moyen de les arrêter avec des fossés anti-tanks, avec des espèces de trépieds, là. On voit ça souvent sur le front, là. C'est que si le tank monte là-dessus, ben là, il y a la difficulté à se déplacer, puis on peut facilement le détruire. Alors, les Russes sont favorisés au niveau logistique, ils sont très près du front. L'Occident est très, très loin. On en a parlé, il faut faire traverser les tanks, les ME notamment, là, de l'Atlantique, puis ensuite les amener par train à l'Ukraine. Il faut former les Ukrainiens. Toute la ligne logistique est beaucoup plus complexe du côté de l'OTAN. Du côté des Russes, c'est tout proche. Ils se basent sur la défense, ils éloignent leurs soldats de la ligne de front autant que possible, puis ils utilisent l'artillerie.
Mais Donc, c'est ce qui fait en sorte, M. Nantel, que le conflit va durer dans le temps. En ce sens où on sait du côté de l'Occident que ça va prendre 2 à 6 mois, vous le disiez tantôt, pour former les Ukrainiens à utiliser ce qu'on leur envoie. Oui, mais pendant ce temps-là, les Russes ne vont pas rester inactifs. Hein. Ils sont tout à fait capables de percer le front. Là. Alors, je souscris. Je vais tout de suite appuyer ce que vient de dire Jean-Jacques Nantel, parce que c'est tout à fait vrai. D'abord, il a cité un livre qui est donc le livre de Karl von Clausewitz, Vom Krieg, qui date de l'époque napoléonienne, puisque Clausewitz se battait du côté de Napoléon et du côté des Russes contre Napoléon. Et donc, Karl von Clausewitz dit, il dit d'abord, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça, c'est très important, parce que effectivement, sans argent, on ne fait pas la guerre. Et deuxièmement, alors effectivement, on peut la faire à crédit, c'est ce que fait l'OTAN. Sur le dos des créanciers. Mais surtout, Karl von Clausewitz parle effectivement de la supériorité de la défensive, c'est vrai, sur l'offensive, mais surtout, il explique que quand on éloigne, quand on allonge ces communications, eh ben, on se met en difficulté. C'est ce qui est arrivé à Napoléon. Napoléon s'est trouvé très loin de ses bases, et il a été, donc c'est la conclusion de Karl von Clausewitz, puisqu'il a observé ça dans la réalité. Et nous, on l'a constaté, par exemple, à Dien Bien Phu, on l'a constaté partout où on a été mis dans cette situation. Quand les communications s'allongent, on a un problème de ravitaillement, de logistique. Et donc, si on n'est pas capable de le gérer, et alors en particulier, quand il y a des obstacles. Alors là, il y a un obstacle sur ce territoire-là, c'est le Dniepr. Après, le reste, ça passe. Peut-être au nord, avec les marais du Pripet, le Pripyat, qui est en Biélorussie, qui fait que la Biélorussie va être très difficile à attaquer. Le nord de la Pologne également est très marécageux. Donc, nord-est de la Pologne. Donc, dans ces zones-là, parce que c'est bien joli, les chars, mais il faut que le sol se dérobe pas sous les chars. Parce que la Rasputitsa, qui a fait tant de tort à Napoléon, elle peut faire également du tort. Pour l'instant, le sol est gelé. Donc, c'est maintenant que ça va se passer. Et si les chars sont opérationnels. Et à Hitler également. Napoléon et Hitler, tous les deux étaient battus par l'hiver. L'armée russe a simplement, ils servaient le rouleau compresseur russe. Beaucoup de monde. Alors, ils le font encore aujourd'hui. Ils attaquaient pendant l'hiver et les Allemands attaquaient pendant l'été. Et bon. Mais maintenant, je voudrais revenir simplement, enfin, si je peux continuer. Là, allez-y, M. Nantel, allez-y. Les Russes sont favorisés au niveau logistique parce qu'ils sont prêts, ça coûte pas cher, etc. Ils connaissent le terrain, ils sont parfaitement habitués. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, c'est que les Américains qui sont très loin, qui sont ceux qui empêchent la guerre de finir. Il y avait un sondage que vous aviez présenté la semaine passée, vendredi, qui montrait que les Européens avaient parfaitement compris que les Américains empêchaient la fin de la guerre. Il y avait une négociation en Turquie entre les Ukrainiens et les Russes, puis les Américains ont bloqué ça. Le but des Américains, il faut comprendre la géopolitique mondiale. La guerre en Ukraine fait partie de la guerre de l'OTAN, de l'Occident puis de ses alliés contre la Chine et la Russie. Dans ce grand scénario-là mondial, la Russie est le point faible parce que c'est un pays qui est en diminution au niveau de la population. Comme ils ont une population limitée, ils produisent moins d'ingénieurs, même s'ils concentrent leurs ingénieurs au niveau de l'armement, ce qui fait que les armements russes sont en général inférieurs aux armements occidentaux, qui viennent de partout. Maintenant, les Américains, dans cette guerre-là, essaient d'affaiblir le point faible de la coalition Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, etc., donc Biélorussie, en les affaiblissant au niveau de l'armée, en se battant seulement en Ukraine, qui est en train d'être dévastée, qui va être complètement détruite. Ils ont déjà perdu 6 à 7 millions de personnes qui sont sorties du pays. Et c'est les meilleurs qui sont partis. C'est pas les plus pauvres. Alors, les Américains, en faisant ça, ils gagnent sur tous les tableaux. Ils vendent leurs armements. D'abord, ils désarment l'Europe. L'Europe a envoyé une grande partie de ses réserves d'armes efficientes en Ukraine. Là, ça va être remplacé par du matériel militaire américain, un gain économique. Ils commencent à vendre du LNG, là, du gaz liquéfié à l'Europe. Puis là, ça va continuer plusieurs années parce qu'ils essaient de s'isoler de la Russie. Puis en plus de ça, ils affaiblissent la Russie.
Puis la Chine, regarde, vous remarquerez une chose, c'est que la Chine n'a pas envoyé de tanks à l'URSS. D'abord, il y en a de la Russie. D'abord, il y en a beaucoup, non des milliers. Mais la Chine se tient en retrait. Ils essaient de voir qu'est-ce qui va arriver en Ukraine pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à Taïwan. Et la Chine c'est une course contre la montre en Chine. La Chine a commencé à se dépeupler, puis ça va accélérer. Et au niveau culturel, j'ai vécu là-bas, là, les gens sont là-dedans, ils veulent 0 ou 1 enfant. 2 enfants, c'est déjà fou. J'ai connu une famille qui avait 3 enfants. C'était des millionnaires. Alors, le jeu se passe présentement entre les États-Unis qui sont en déclin, qui étaient avant totalement dominants dans le monde, et la Chine qui est en croissance, mais qui est dans une course contre la montre. Et au niveau géopolitique, la Chine est extrêmement mal placée pour résister aux Américains, si on pourra en reparler. Alors, au niveau économique, les Américains, c'est tout du gain. Ils vendent du gaz, ils vendent des armes, puis ils forcent l'Europe à se recentrer sur les États-Unis. Alors, c'est pour ça qu'ils empêchent la fin de la guerre, pour affaiblir les Russes. Maintenant, mais la logistique les défavorise. Alors, au strict point de vue, puis également, une dernière chose que je voulais dire, là, avant de laisser la parole au capitaine, c'est que toute la région, la plaine du nord de l'Europe, c'est favorable pour les combats de tanks. C'est pour ça que les Russes en ont autant. C'est pour ça que le Canada en a si peu. À quoi on va faire avec des tanks? On fait quoi, là? Qui c'est qu'on va attaquer? Les États-Unis, bon, ils vont nous aplatir, en tout cas. Alors, le point, c'est que normalement, ça devrait être quand Hitler se battait, c'était des tanks avec des appuis aériens. Si vous perdiez le contrôle de l'air, les tanks étaient détruits automatiquement. Très important, très important. Ça. Puis aujourd'hui, le contrôle de la plaine nord-européenne se fait par les satellites. Tout le monde sait ce que tout le monde fait. Ils voient les concentrations de troupes, ils voient que les Russes ont fait des tranchées, ils savent exactement où sont les faiblesses. Mais quand ils essaient de corriger la faiblesse en déplaçant les armées, automatiquement, l'autre réagit. Puis là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que c'est avec de l'artillerie qui tire très très loin, qui se détruisent les uns les autres. Les Russes ont pris ont pris la leçon, là, qu'ils avaient raté la révolution des drones. Eh bien, ils se sont rattrapés. Aujourd'hui, là, les Russes, ils achètent des drones iranien. M. Nantel, on a perdu la communication avec M. Nantel, mais j'ai une question pour vous, Capitaine Place, avant de vous laisser répondre à ça. C'est une information qui est sortie comme quoi le président de la Chine, Xi Jinping, aurait interdit à Vladimir Poutine l'utilisation de l'arme nucléaire. Là. Donc, l'arme nucléaire ne serait pas un enjeu dans ce conflit-là. Là. Et alors, qui dit ça? Qui dit ça? Alors, c'est une information qui est sortie. C'est pour ça que je vais vous demander, est-ce que vous pensez que ça peut être véridique ou est-ce que c'est... Qui dit ça? Il faut connaître la source. C'est le plus important. C'est du côté d'un média français. L'AFP a sorti ça ce matin. Là. Ah, l'AFP, d'accord. Non, mais je comprends, mais est-ce que ça peut pas être logique que la Chine ne veuille pas la Chine, de l'arme nucléaire? Est-ce que vous alors, depuis quand la Chine donne des ordres à la Russie? Premièrement, ça c'est un premier point. Bon, vraiment, l'AFP, écoutez, moi je connais un ancien de l'AFP, mais qui était sérieux, c'est Dimitri Kochko. Il a fait 30 ans à l'AFP, plus de 30 ans à l'AFP. Il m'a dit le panier de crabes que c'était. Donc, ces gens-là ne sont pas crédibles. Bon, maintenant, je vais vous dire, d'abord, la Chine ne fera jamais ça, mais surtout, la Russie ne veut pas utiliser l'arme nucléaire. La Russie ne voulait pas ce conflit, déjà. Elle n'en voulait pas. Elle a patienté pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elle s'en est pris plein la gueule. Depuis 2004, ça s'est aggravé. Et depuis 2014, 10 ans après, c'est-à-dire depuis 8 ans, ils ont subi une avancée de l'OTAN qui amène maintenant, si effectivement on laissait l'Ukraine tomber aux mains de l'OTAN, ils avaient des missiles américains sur leurs frontières à 10 ou 15 minutes de Moscou. C'est pas acceptable. Quand les Américains ont installé des missiles en Turquie, immédiatement, Khrouchtchev a été mettre des missiles à Cuba. Et là, on a vu que ça leur plaisait pas aux Américains. Et alors, les Américains voulant pas perdre la face, ils se sont arrangés avec Khrouchtchev. Bon, bah, tu retires tes missiles de Cuba, moi je retire mes missiles de Turquie. Personne n'en a parlé, les missiles qui étaient en Turquie. On a simplement dit, les Russes s'en foutaient de perdre la face. Tout ce qu'ils voulaient, c'est pas avoir des missiles en Turquie. Par la suite,
les Américains ont remis tranquillement leurs missiles en Turquie. Hein. Bon, et puis les Russes, pendant ce temps-là, ne les ont pas remis à Cuba. Bon. Donc là, on est dans une situation qui est bien pire, parce que l'Ukraine, c'est beaucoup plus près. Hein. L'Ukraine, à l'époque de l'Union soviétique, faisait partie de l'Union soviétique. Là, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est, je vous dis, 15 minutes de vol missile, même pas. Même pas, pour arriver sur Moscou. Donc, c'est pas acceptable. Et donc, les Russes ont patienté depuis 30 ans pendant la progression de l'OTAN, et là, depuis 8 ans, depuis le conflit ukrainien, les Russes ne voulaient pas cette guerre, pour une raison qui a été évoquée tout à l'heure par Jean-Jacques Nantel, un problème démographique. Hein. Les Russes ont un problème démographique. Ils ont un territoire qui fait 17,1 millions de kilomètres carrés, et ils avaient que 144 millions d'habitants. Bon, et ça s'est un peu augmenté avec la Crimée et maintenant la Novorossia, qui n'a pas de référendum. Mais voilà, c'est pas, ça permet pas. C'est un différentiel par rapport à la France c'est une densité de population 13 fois inférieure à celle de la France. Et si on compare avec l'Allemagne, je vous explique pas. Donc c'est pas viable. Et donc les Russes ne voulaient pas refaire les sacrifices qu'ils ont fait au cours de la Seconde Guerre mondiale, à savoir 21 millions de morts. C'est pas acceptable pour eux. Donc ils ne voulaient pas de cette guerre. Personne ne veut l'admettre, mais les Russes n'en voulaient pas. C'est la raison pour laquelle Poutine est critiqué dans son pays, c'est vrai. Oui, il est critiqué, mais pas pour avoir fait la guerre, pour l'avoir fait trop tard et pas suffisamment. Est-ce que vous oui, absolument. Merci, c'est revenu. Ouais. Une chose, Poutine insiste encore aujourd'hui pour dire que les Ukrainiens... vous savez que les Biélorusses et les Russes, c'est à peu près le même peuple. Hein? Puis c'était la même chose pour l'Ukraine. Et un des buts de Poutine, quand il dit l'Ukraine, puis les Ukrainiens et les Russes, c'est des peuples frères, puis qu'ils devraient être ensemble, c'est que s'ils avaient réussi à rejoindre volontairement ou non, la Biélorussie collabore avec la Russie. Si l'Ukraine collaborait avec la Russie, vous auriez 200 millions d'habitants au total, c'est-à-dire le groupe slave, le centre de la Slavie. Alors, l'Ukraine, dans les années 70, Zbigniew Brzezinski a écrit un livre, puis il disait que l'Ukraine était un pays stratégique en Europe à cause de ça, parce que ça renforce la Russie. La Russie toute seule, puis en plus, si vous enlevez toutes les minorités qu'il y a en Russie, ça vous fait plus beaucoup de Russes. Avec leurs problèmes démographiques actuels, ben là, ils ont de la difficulté ils peuvent pas faire ce qu'a fait Staline, qui envoyait des masses de gens se faire tuer. En plus de ça, il en tuait lui-même. L'histoire démographique de la Russie est une véritable catastrophe dans les 150 dernières années. Alors, actuellement, la guerre à laquelle on fait face, c'est une guerre d'un pays, la Russie, qui est riche dans tous les sens. La Russie est également riche de la pauvreté de sa population. Vous savez, quand vous avez une économie comme l'économie américaine, grosse économie, et que tout le monde gaspille, tout le monde a des voitures, tout le monde a 2 stéréos, etc., là, enfin, l'État, c'est un parasite. L'État, il parasite ce que la population produit et surtout ce qu'elle ne consomme pas. Dans le cas de la Russie, toute la richesse peut être concentrée vers l'armement, peut être concentrée, mais la pauvreté relative des Russes favorise l'État, parce que l'État peut faire une ponction supérieure. De plus, c'est un État pétrolier. Et le pétrole, c'est toujours une malédiction, parce que ça permet aux dirigeants de soutirer une grande partie de la richesse à la population. Il leur donne des miettes là, pour les garder calmement, pour les garder calmes. Mais l'argent peut être redirigé pour payer la dette, pour s'armer, pour faire toutes des choses qui sont de nature étatique. Bon, les États-Unis sont assez mal placés de ce côté-là, surtout à notre époque, quand on parlait tantôt du financement de la guerre. Là, ils sont en train, là, Biden n'est même pas au pouvoir. Bon, c'est Obama puis Clinton, c'est le groupe des dirigeants démocrates qui dirigent. Puis eux, ils font des dettes. Ils font des dettes pour financer toutes sortes de trucs des gens qui sont avec eux, plus des guerres extérieures. Eh bien, ça, c'est fini. Les Américains, déjà en parité de pouvoir d'achat, la Chine est supérieure aux États-Unis pour ça. La Chine peut acheter plus de choses que les États-Unis peuvent acheter. De plus, la population américaine gaspille énormément, ce qui fait que l'État peut retirer moins. Autrement dit, ils sont en dette continuelle. Si cette guerre dure des années, ça favorise la Russie, qui a une logistique supérieure,
Le problème de la Russie, c'est ses armes. Son armement est inférieur. Ils ont des bombes qui sont... La bombe, là... C'est plus tout à fait vrai. Hein, non, mais c'est dans certains secteurs, comme les missiles hypersoniques, sont supérieurs. Il y a des choses, par exemple, la station orbitale internationale, c'est une station russe avec des ajouts occidentaux. Il y a des domaines où les Russes sont meilleurs. Mais c'est un problème démographique. D'ailleurs, je viens juste d'en parler. L'État, c'est parasite. Ça retire la richesse de la population. La vraie richesse est produite par les individus, les familles, les villages, les régions. Et l'argent est drainé vers le centre, qui retourne l'argent un peu. Puis dans le cas de la Russie, comme la Russie n'a pas de frontières naturelles, parce que c'est une plaine qui se rend presque jusqu'au Pacifique, l'Oural, les montagnes Oural qui sont censées limiter l'Europe, vous passez à travers ça, vous les voyez, là, c'est des montagnes de 1500 mètres, mais il n'y a rien qui empêche de passer. Alors le résultat, c'est pour ça que la Russie tsariste et la Russie soviétique ont repoussé leurs frontières jusqu'au Caucase, jusqu'à l'océan Pacifique, etc., parce que ça, c'est des frontières naturelles. La région là, qui est au nord-ouest de la Chine, alors ça, c'était des frontières plus naturelles, plus faciles à défendre. Mais la Russie est complètement exposée de tous côtés. Alors, quand l'État parasite prend de la richesse en Russie, ben, ça empêche les gens de devenir riches. Les gens qui visitent la Russie aujourd'hui, ils disent que c'est Moscou puis Saint-Pétersbourg qui sont des villes riches. Puis évidemment, un peu dans la région de Sochi, là, la mer Noire. Mais le reste de la Russie, c'est étonnamment pauvre. On voit des documentaires, là, c'est incroyable, le niveau de pauvreté par rapport à notre niveau à nous. Enfin, c'est la même chose aux États-Unis, hein. La pauvreté aux États-Unis, c'est terrible. Oui, je voyais des reportages hier qui montraient les nouvelles villes fantômes aux États-Unis, où évidemment que l'argent est attiré vers les plus grandes villes. En terminant, M. Nantel. Oui, c'est ça. La seule chose que je veux dire, c'est que les États-Unis sont en déclin, si les gens n'ont pas encore compris. Puis ils sont en déclin dans tous les domaines. Les Américains, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les gens disaient, ben là, les Russes vont envahir l'Europe de l'Ouest. Ils n'étaient pas capables de faire ça. C'était de la propagande. Puis ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, mais c'est parce que la Russie avait été détruite avec 26 millions de morts, ça dépend des sources. 21 millions, oui. 21 millions. Mais l'inflation de... Oui, non, mais depuis à peu près 5-6 ans, tous les ans, il y a un chiffre de plus. On était à 21, on est passé à 22, 23, 24, 25, maintenant, oui. Non, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Le chiffre qui était officiel et qui était officiel des deux côtés du rideau de fer, c'était 21 millions de morts. Oui, bon, bien sûr, on essaie de dramatiser, mais bon, moi, je reste au chiffre de 21 millions de morts parce que... Mais mon point, c'est que la Russie n'était pas du tout en état de lancer une guerre contre l'armée américaine qui a quitté l'Europe en 6 mois. Hein. Les Américains, là, quand la guerre a été gagnée, les soldats, ils voulaient retourner chez eux dans leur famille. Les Russes sont restés. Alors, le résultat, c'est que même si les Russes paraissaient, parce que ça agrandissait leur ego, étaient capables de montrer qu'ils pourraient peut-être attaquer, ils n'avaient pas la bombe atomique, ils l'ont eu en 1949. Les Américains étaient tout le temps dans... Les Américains avaient tout. Là. Pour vous donner une idée, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon avait 5 porte-avions. Puis ils ont été détruits à la bataille de Leyte. Les Américains en avaient 100. Quand ça a commencé, il y avait seulement 4 porte-avions quand ils ont attaqué Pearl Harbor. Puis ils en ont construit. Alors les Américains dominaient complètement la scène à cause de la jeunesse de leur population, de la créativité américaine, du fait que ces tunnels, ils n'ont pas d'ennemis, contrôlent les océans, tous les points stratégiques. Alors, les Américains ont complètement dominé jusqu'à ce qu'ils rentrent en décadence et que les Chinois se mettent à copier tout ce que les Américains faisaient de mieux. Les Chinois sont partis du Moyen-Âge, sont montés tout de suite au 21e siècle, ils prenaient les meilleures technologies. Les gens ne comprenaient pas, ils disaient que leur immense population, ils devraient leur faire coudre du linge, comme ils font au Bangladesh. Mais les Chinois ont été immédiatement au maximum. Alors, les Chinois ont très rapidement rattrapé les Américains, mais sont encore à la traîne parce que le pays le plus productif, créatif, là. Toutes les grandes inventions des 100 dernières années ont été faites en Occident. Le Japon, qui était censé dominer le monde, ils ont inventé le juste à temps. Ils n'ont pas inventé grand-chose. Puis, supposément que ce serait un Japonais qui aurait inventé les bitcoins. On ne le sait pas. Mais tout ça pour vous dire que c'est l'événement central des 30 dernières années ou des 50 dernières années, c'est la décadence américaine.
la dégénérescence de ces élites. Ils pensent que quand il y a un problème en Occident de nos jours, on va demander à l'État. C'était pas comme ça dans les autres millénaires. Dans les autres millénaires, c'était l'État qui disait où est-ce que je peux aller chercher des ressources dans le pays. Bon. Alors, présentement, la guerre, les Russes, ils voudraient bien la signer, la paix. Ils l'ont offert. Poutine l'a répété à plusieurs reprises. C'est les Américains qui l'empêchent d'arriver. Là, les Américains gagnent sur tous les tableaux. Et le problème avec les tanks qu'ils ont envoyés, là, ils ont agi intelligemment. Les tanks Léopard, là, les tanks allemands, c'est uniforme. Tout le monde envoie des chars Léopard parce que c'est le problème logistique. Quand vous voulez alimenter, si les Français qui ont un tank, là, je ne me souviens plus du nom. Le char Leclerc. Leclerc. S'ils envoient des chars Leclerc en Irlande, en Ukraine, ils vont être obligés d'avoir leur propre système logistique pour alimenter en pièces détachées, bon. Alors là, ils envoient tous des tanks Léopard, plus les M1 américains, mais ça, c'est parce que l'Allemagne a dit, si les Américains n'envoient pas des tanks Brahms, nous, on n'envoie pas les tanks Léopard. Alors, le résultat, c'est qu'ils essaient d'améliorer le problème logistique qu'ils ont. Puis là, ben, les Russes, évidemment, le vice-président de la Douma a dit hier ou avant-hier, il dit on va détruire les tunnels puis les ponts qui amènent le matériel à travers la Pologne. Fait que il y a un gros problème logistique. Et si ça dure, moi, je pense que la Russie... Attendez, je n'ai pas entendu ça. À travers la Pologne? Oui, c'est que les armements viennent de la Pologne. La plupart des armements qui rentrent... D'accord, mais il parlait de tirer sur la Pologne? Non, il parlait de détruire... Ils sont en train de détruire l'Ukraine. Il parlait de détruire les tunnels et les ponts ukrainiens qui permettent au matériel... Il faut faire attention à ça, hein, parce que j'ai un doute là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à maintenant, il a été reproché à l'état-major russe de ne pas avoir détruit les infrastructures logistiques qui permettaient donc aux Ukrainiens d'acheminer leur matériel sur le front. Et tout le monde s'interroge pourquoi, c'est vrai que c'était faisable. Ben, je vais vous dire ce que je pense, c'est mon analyse, je peux me tromper, mais je veux dire ce que je pense. Je pense que les Russes veulent garder intacte l'infrastructure logistique ukrainienne pour s'en servir après avoir franchi le Dniepr. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'écartement des voies en Union soviétique est différent en ex-Union soviétique, donc en Ukraine comme en Russie. C'est le même en Ukraine et en Russie. Et il est différent de celui des pays occidentaux. Et donc, chaque fois, par exemple, qu'un matériel arrive d'Occident, ben, il faut le faire quitter, par exemple. Il faut le transférer sur des wagons, des plateaux de type ukrainien, donc de type soviétique. Donc déjà, rien que ça fait perdre du temps. Tandis que les Russes, eux, s'ils conservent l'infrastructure logistique des Ukrainiens, ils pourront l'utiliser. Donc, je pense qu'ils ne sont pas pressés, c'est la raison. Alors, ça a été reproché à l'état-major russe, pourquoi vous ne détruisez pas les flux? Alors, peut-être qu'ils vont finalement le faire, c'est possible. Mais vu le peu de matériel, finalement, qui sont mis à la disposition des Ukrainiens, parce que voilà, c'est une misère, hein, je répète, hein, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, environ, les Russes ont au minimum 460 chars, hein, les 260 qu'ils avaient initialement, plus les 200 qui sont arrivés là à l'automne, et puis ils ont derrière, ils ont une capacité de produire, ils sont en train de produire des milliers de chars, ils en ont au top, ils peuvent arriver à 1000, 1500 chars, hein, peut-être même 2000, assez rapidement, puisque leur problème, en fait, c'est uniquement comment les acheminer sur le front. Mais voilà, ils gardent ça en réserve, ils ne sont pas pressés, ils ne veulent pas jeter toute leur force dans la bataille. Et puisqu'on parle des chars, il y a un autre truc qui est important. Actuellement, le front est relativement stable. Et donc, quand les chars donc occidentaux vont arriver, ils ne vont pas être utilisés pour le mouvement. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Donc, ils vont être enterrés. Ils vont être utilisés comme des casemates, vont être enterrés immédiatement, il y aura juste la tourelle qui tournera, ça en fait des cibles idéales. Et puis, comme vous l'avez dit très justement, Monsieur Nantel, c'est que sans la couverture aérienne, le char, il est extrêmement vulnérable. Or, actuellement, moi, je ne vois pas beaucoup d'avions occidentaux sur le théâtre d'opération. On n'en voit quasiment pas. En revanche, si vous regardez, par exemple, les images qui sont diffusées par Boris Karpov ou par Erwan Castel, etc., vous verrez, ou par la Russosphère, enfin, il y a tout un tas de sites qu'on trouve sur Telegram,
On voit des pilotes, on est dans le cockpit et on voit c'est filmé de l'intérieur du cockpit et on voit des pilotes de Su-25 qui font du strafing sur des objectifs ukrainiens. Donc, a priori, donc, l'aviation qui opère actuellement, c'est l'aviation russe et non pas l'aviation ukrainienne. C'est ce que je vois. Et pareil pour les... Ouais. Hey, messieurs, on doit se laisser. Monsieur Nantel, 10 secondes, le mot de la fin. D'accord. Écoutez, un parallèle historique, quand la Première Guerre mondiale a commencé, il y a des généraux qui ont dit ça va aboutir à la stabilisation des fronts puis à des tranchées. C'est exactement ce qui est arrivé à cause des mitrailleuses. Les mitrailleuses pouvaient tuer 1000 hommes avec une mitrailleuse et tirer 100 balles à la minute. Bon. Oui, puis l'artillerie. Alors, l'artillerie également, l'artillerie et les mitrailleuses. C'est surtout les mitrailleuses qui ont stabilisé les fronts, c'est qu'on ne peut pas sortir de la tranchée, vous vous faites tuer immédiatement en montrant le bout du nez. C'est la même chose actuellement en Ukraine. Les fronts sont stabilisés parce qu'ils ont fait des tranchées, parce qu'ils ont de l'artillerie à grande distance et ils ont l'information qui vient des satellites. Alors, la possibilité d'une grande guerre de mouvement comme on a connu à la Deuxième Guerre mondiale est limitée par ce phénomène-là. Alors, c'est un parallèle historique, c'est que quand vous avez une supériorité de la défense sur l'attaque, les mitrailleuses, l'artillerie, ça stabilise les fronts, puis là, ben, c'est un massacre. Absolument. Merci beaucoup. Il y a un ou deux points sur lesquels je voudrais revenir quand même très rapidement, c'est que sur la supériorité des Américains sur le plan technologique, c'est fini, il faut bien le comprendre. Ils ont un grave problème, c'est un problème de financement des études. Un étudiant américain, pour pouvoir faire des études, est obligé d'emprunter, c'est pas gratuit. Donc, il y a actuellement aux États-Unis des gens qui ont 70 ans et qui n'ont pas fini de rembourser leurs prêts étudiants à taux variable. Vous avez abordé tout à l'heure ce sujet pour l'achat d'une maison. Eh bien, il y a des gens qui se sont endettés quand ils étaient étudiants et qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas trouvé le travail qui permettait de le faire, de rembourser leur emprunt. Ce qui fait que aux États-Unis, actuellement, les étudiants choisissent les deux filières qui rapportent vraiment, avocat, le droit, ou la finance. Et donc, ils ont de moins en moins de cerveau. Si vous regardez bien, alors par revanche, ils ont des programmes pour les étudiants étrangers qui, là, peuvent faire qui ont des bourses et qui peuvent faire des études gratuites, c'est intéressant. Et donc, ils pillent nos cerveaux. Et actuellement, l'apport en cerveau aux États-Unis, il est étranger. Si vous regardez, par exemple, un logiciel comme Photoshop, que j'utilise, vous verrez le nombre, par exemple, d'informaticiens hindous, enfin indiens, parce que hindous, c'est pour distinguer les Indiens d'Amérique, mais qui sont indiens, et qui, ou même russes, ou chinois, qui sont dans ces programmes français, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs français qui partent aux États-Unis. Et la Silicon Valley, vous avez finalement assez peu d'Américains pur jus. Je vais finir par deux phrases, ok, rapides. Ça fait 4 siècles que les Américains prennent les élites du monde entier. C'est un pays assimilateur, c'est le seul grand pays du monde qui est assimilateur comme ça. Deuxième des choses, vous avez remarqué que dans ce qu'on a discuté pendant le programme, pendant l'émission, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit les gens normaux parlent de stratégie, les experts parlent de logistique. Alors, tout ce dont on a parlé pendant l'émission, c'est de logistique. C'est des problèmes d'alimentation, des problèmes de financement, des problèmes de formation. Ben, d'après moi, c'est très important et ça aura son importance dans les prochains mois, cette logistique. Monsieur Place, capitaine Place, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Au passage, le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, qui est important. Ah ben oui, Brzezinski, oui. OK, voilà. On le mettra en description, monsieur. Je vous invite à... Je peux vous envoyer d'ailleurs des images, parce que elles sont déjà prêtes. Et là, vous avez le grand jeu sino-américain, un livre qui a été écrit par le général Charbonnier, enfin là sous pseudonyme, Bernard Maréchal, en fait il s'appelle Pierre Charbonnier, que je connais et que je compte faire intervenir. Je lui ai envoyé un email pour voir s'il pouvait intervenir. Donc ça, c'est un spécialiste de la Chine. Et il est marié avec une Chinoise, il vit en Chine et il a été attaché militaire en Chine. Donc, c'est quelqu'un qui sait en parler, ainsi que d'autres spécialistes. Parfait. On mettra les liens, M. Place. Si vous voulez bien m'envoyer les photos, on va mettre les liens dans la description de l'émission. Il faut juste que vous mettiez dans le chat. Dans le chat privé, vous mettez votre adresse mail et je vous enverrai ça. Parfait. Je vais faire ça. Jean-Jacques Nantel, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Au revoir.